Bonjour à tous. Bonjour à Tout tous. d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Donc, si quelqu'un peut nous répondre dans le chat, nous confirmer. Super, merci. Alors, bienvenue à tous et bienvenue pour ce webinaire que nous avons monté, nous, Empirique, et animé ce matin par Christian, directeur Analytics, et moi-même qui suis directeur conseil. Nous allons parler du pilotage de la performance, notamment sur les sites e-commerce et lead gen. Et voilà, nous allons vous présenter des analyses que nous considérons indispensables et aussi peut-être, pourquoi pas, vous inspirer, vous ouvrir les chakras sur ce sujet. Commençons dès à présent. Une petite phrase pour entamer la session d'aujourd'hui qu'on aime beaucoup chez Empirique qui dit que sans la data, on est juste une personne qui a une opinion de plus. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on considère que c'est la data qui doit décider, c'est en cas de conflit ou en cas d'opinion diverse, la data qui doit trancher et voilà, on évite de prendre des décisions au doigt mouillé. On se base sur des choses empiriques, d'où aussi le nom de notre agence. Et on évite de se baser sur nos opinions. Les données présentent une objectivité que nos opinions n'ont pas. Exactement, c'est très bien dit. Au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, alors c'est pas forcément mis sur la slide, mais c'est de commencer ce webinaire et de faire cela en deux phases, c'est-à-dire une phase de 45 minutes pour vous présenter ce sur quoi nous avons travaillé, qui sont les visualisations et des explications et du contexte. Et ensuite, une session de questions-réponses de 15 minutes. À ce sujet-là, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, de les noter dans le chat. On y répondra avec plaisir. Aussi, si vous pensez qu'il y a des questions qui sont plus importantes que d'autres, vous avez un système de vote dans le petit panel de questions en bas à droite qui vous permettra d'upvote et de faire passer en priorité certaines questions. Donc voilà pour la partie questions. Et au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, on va juste entrer quelques brèves minutes dans le contexte et expliquer pourquoi nous, Empirique, nous pensons que c'est important aujourd'hui de vous parler d'analyse plutôt que d'autres sujets. Et ensuite, on vous présentera quelques cas pratiques. Et si vous avez remarqué, nous en avons listé 6, parce que nous allons faire des surprises. On ne sera pas sur 5 cas, mais 6 aujourd'hui, commençant par le monitoring de la performance technique. Ensuite, les parcours de navigation. Un petit passage par le moteur interne et le filtre à facettes, qui sont des fonctionnalités phares des sites e-commerce. Ensuite, évidemment, on parlera de tunnels de paiement et de formulaires parce que tout cela n'a que d'intérêt que si aussi on peut convertir les utilisateurs qui viennent sur nos sites. Et ensuite, nous terminerons par un overview de performance du catalogue. C'est une thématique qui est un peu plus centrée e-commerce cette fois. Donc en fait, on va respecter une logique qui part du site jusqu'à la conversion et l'analyse du contenu de cette conversion. Tout à fait. Une brève présentation d'Empirique pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes une agence lyonnaise qui opère sur la totalité du territoire français. On a pour ambition d'être une agence de marketing digital et qui, voilà, comme je le disais tout à l'heure en introduction, se base sur la donnée et pour cela aussi a l'ambition de transformer vos données en valeur marketing, c'est-à-dire que la donnée donne l'occasion ensuite de prendre des décisions et des décisions intelligentes qui vont impacter votre business. Dans cette façon de le formuler d'une manière un peu plus ambitieuse, on parle de mission et on se dit que les meilleures décisions et les meilleures performances sont prises lorsqu'on va exploiter la donnée, lorsqu'on va exploiter le capital savoir qui est présent dans une entreprise. Et nous, en tout cas, dans notre accompagnement client, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Pour ce faire, nous baptisons sur 3 socles et 3 expertises qui sont présentes chez nous. Donc, tout ce qui est optimisation de la présence organique sur les moteurs de recherche, le SEO. On a aussi la capacité d'activer du paid media pour pousser une audience vers les sites. Et enfin, on a toute la brique optimisation CRO, donc Conversion Rate Optimization, qui vise à optimiser cette
optimiser le parcours de conversion, rendre plus agréable aussi les visites sur le site, un objectif aussi de convertir mieux et de proposer une expérience plus agréable. Et évidemment, au cœur de tout ça, la data, encore une fois, je reviens sur ce point, pour articuler toutes ces compétences chez nous. Au niveau du contexte d'aujourd'hui et pourquoi on s'est motivé à mettre en place ce webinaire, on a un contexte qui est finalement assez spécifique depuis le Covid, c'est-à-dire que le Covid a accéléré les usages sur les sites, sur la consommation des sites internet, notamment les sites e-commerce. En fait, ce dont on se rend compte quand on analyse les statistiques, c'est que, à part sur des tranches d'âge de 12 à 17 ans et les 70 ans et plus, qui sont des cibles un petit peu particulières, mais les autres tranches d'âge, en réalité, ont déjà une accoutumance à l'achat en ligne et au fait d'aller acheter sur Internet qui est au-dessus de 80%, ce qui correspond quand même à un aspect de saturation et, et tout ça dans un contexte économique que je ne vais pas forcément détailler plus que ça, mais un contexte d'inflation et un contexte de ralentissement de la croissance. Ce qui veut dire que finalement, dans les années à venir, parce que malheureusement, ça ne va pas changer très rapidement, qu'il faudra faire beaucoup mieux avec un peu moins de moyens et on va dire moins de croissance exogène sur le marché. Ce contexte de marché, il est accompagné dans nos métiers depuis plus de 6 ans par une accaparation des budgets par des sujets techniques davantage que des sujets qui sont liés à l'analyse. Sur les 7 dernières années, de 2017 à 2024, on parle de préparation à l'entrée en vigueur de la RGPD, donc tout ce qui était comment être RGPD compliant, les finalités de traitement, les DPO, tous ces sujets assez lourds finalement et qui nous éloignent de l'exploitation de la data. Et rien que si on prend les 3 dernières années, on a eu la préparation de la fin d'Universal Analytics, qui je pense tout le monde sera d'accord ici pour dire que ça a été un gros sujet. On a l'adaptation assez fin des plans de marquage, migration vers d'autres solutions pour ceux qui ne souhaitaient pas rester sur Google Analytics. Et enfin, avec le sujet un peu qui nous anime et qui nous anime toujours cette année, avec la fin des cookies tiers et la diminution des capacités de suivi des internautes en ligne, on a aussi toutes ces problématiques de server-side, déploiement du consent mode, et enfin un sujet un peu plus data et data architecture qui sont sur l'intégration de BigQuery, puisque vous le savez sans doute, la popularisation et l'entrée en ligne de GA4 a quand même un petit peu changé l'interface et donc nous oblige à aller exploiter de la donnée structurée et de la donnée présente dans BigQuery plutôt que d'aller comme on le faisait avant dans l'interface Universal Analytics. Aujourd'hui, finalement, on se dit ça et donc ça veut dire que 52% des données qui sont collectées ne sont pas exploitées. Donc c'est aussi dans cet esprit-là qu'on a monté le webinaire ce matin. C'était pour les personnes, pour les entreprises qui n'ont pas l'occasion de collecter la donnée, d'avoir une entrée dans le sujet en douceur, d'avoir se donner des idées aussi et avoir un cadre un petit peu pratique à suivre. Et finalement, ces données qui sont collectées, mais pas exploitées, aujourd'hui, c'est assez dommage parce que avec la complexité du monde digital dans lequel on évolue, on parle de VUCA pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Et ben, cette donnée, elle doit servir de gouvernail et elle doit servir à justement alimenter les discussions et venir donner du poids aux décisions qui vont être prises au niveau du marketing et de l'entreprise. Finalement, on se retrouve dans on va dire dans un contrat analytics qui n'est pas forcément suivi parce que si on se réfère à
la règle qu'avait donnée Avinash Kaushik, qui est un peu un des gourous de l'analytics, qui parle de l'analytics depuis très longtemps, depuis les années 2005-2006. Lui, il avait dit que sur 100 euros investis, il y en a 10 qui devaient être investis dans la technique et 9 dans l'analyse. Donc, quand on compare un petit peu ce postulat et cette utopie, je dis utopie parce qu'on voit aujourd'hui qu'on s'est un petit peu déplacé de cette ambition, on en est assez loin. Et en tout cas, on espère qu'avec le webinar de ce matin, et nous, notre avis que la décroissance sur la technique s'impose et qu'on doit au contraire se mettre sur des sujets d'analyse. On espère que le webinaire de ce matin vous donnera envie de remettre, pour ceux qui ont un peu déserté cet univers, de remettre le pied à l'étrier et de reprendre l'analyse. Parce qu'au final, toute cette implémentation technique, elle sert à analyser les données, elle sert à prendre des décisions et elle sert à faire la différence sur un marché. Pas forcément à collecter des données qui vont rester enfermées dans des bases de données et dont on ne sait plus ce qu'elles sont. Aujourd'hui, les 6 cas d'usage que nous allons vous présenter dans le webinaire, je vous les ai présentés. On voulait simplement vous préciser nous, en Empiric, nous avons une volonté d'être agnostique sur les solutions, et c'est-à-dire que les propositions de visualisation qui sont présentées aujourd'hui, elles sont reproductibles à partir de n'importe quel outil. Suivant les outils et la structure des données avec un petit peu plus de complexité. Mais en tout cas, tout ce qui va vous être présenté ce matin pourra être pris, quel que soit votre outil de Web Analytics, sans aucun problème. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, la façon dont nous allons animer le webinaire avec Christian, nous allons vous présenter des KPI parfois simples et parfois un petit peu plus avancés pour couvrir un petit peu tous les champs. J'ai beaucoup parlé. Je vais laisser Christian prendre la main sur le premier sujet qui est le monitoring de la performance technique et notamment la sous-performance. Juste avant de rentrer dans les chiffres, dans ce qui va être présenté, je voulais donner aussi un cadre sur ces analyses et ces visualisations qu'on va vous montrer. Le but n'est pas de vous donner des repères pour que vous puissiez vous comparer, mais plutôt de vous donner des méthodes en termes d'analyse et de vous proposer des idées pour sortir du cadre qui est souvent imposé par les outils, les plateformes qu'on utilise au quotidien. Donc les données sont des vraies données, la plupart qui sont anonymisées, qui sont parfois modifiées, de sorte à ce qu'on ne puisse pas, le but ne soit pas que vous cherchiez à vous comparer, que ça soit suffisamment réaliste pour que vous puissiez vous projeter par rapport à vos contextes. Mais l'idée n'est pas de savoir si vous êtes mieux ou moins bien, simplement d'avoir une méthode et des idées à appliquer sur vos contextes. Donc, concernant l'analyse de la performance globale du site d'un point de vue technique, le premier indicateur qu'on vous propose, c'est un taux de sous-performance. Donc, c'est un indicateur négatif, mais qui permet de se rendre compte du volume de la part des pages de votre site qui ne sont pas au niveau attendu par un utilisateur en termes de réactivité, de temps de chargement, de temps de mise à disposition d'interactivité de la page. Donc, c'est des données qui sont facilement récupérables, c'est des données qui sont issues des Core Web Vitals qu'on peut récupérer de plusieurs manières différentes. Donc là, en l'occurrence, on additionne le nombre de pages lentes, le nombre de pages à optimiser, qu'on divise par le nombre total de pages du site et ça nous donne cet indicateur. Donc, c'est un état des lieux à un instant T. En général, les analyses, donc c'est un indicateur simple. En général, les analyses, on est souvent amené à les mener quand on a l'intuition d'un problème, ce qui est un peu dommage, mais en tout cas, ça a le mérite d'être fait. L'intérêt de cet indicateur, si on le met, on le regarde dans le temps, c'est donc la slide suivante, et ça nous permet de nous rendre compte, en fait, et de confirmer une intuition qu'on avait eue sur le cas de ce projet-là, post-refonte, ou à l'occasion d'une refonte. On a constaté un problème de performance du site qu'on n'a pas constaté tout de suite d'un point de vue technique, mais qu'on a constaté d'un point de vue taux de conversion global. En récupérant et en construisant cet indicateur de sous-performance qu'on a mis en relation avec le taux de conversion, on a pu confirmer
qu'effectivement, cette sous-performance technique avait un impact direct et que probablement elle était la cause de cette perdition en termes de qualité de conversion. Donc, ça a permis de confirmer que les pages impactées par cette sous-performance étaient des pages clés dans le parcours de utilisateur et donc dans ce site e-commerce. Et typiquement, si on voit ce type de données lorsqu'on on analyse le taux de sous-performance, les actions qui peuvent être menées sont d'aller évidemment vérifier quelles sont les pages qui sont impactées par la lenteur et le cas échéant, parce que par exemple là, quand on voit un graphique comme celui-ci où le taux de conversion diminue, c'est de reprioriser immédiatement au niveau des équipes techniques et des équipes web la vérification et la correction des pages qui posent problème parce qu'on a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Pour aller plus loin, on souhaitions également vous proposer d'autres KPI qu'on n'a pas forcément détaillés en graphique. On peut parler du taux de pages en erreur. Donc, on va lister le nombre de 404 et de 500, etc., de pages 500, etc., sur le total des pages. Ceci afin de voir à quel point on a des erreurs qui remontent sur le site. Il y a un autre KPI un plus intéressant en termes de business qui est une évaluation du chiffre d'affaires perdu. Un peu dans la même logique que le graphique précédent, d'évaluer l'impact et on va dire la criticité, je vais y arriver, l'aspect critique du problème, et notamment quand on parle en chiffre d'affaires, on se rend compte immédiatement de l'impact. Et donc de faire un produit en croix, tout simplement, hein, de partir sur le CA initial du site et de voir avec la perte de taux de conversion quel est le montant total estimé perdu par cette sous-performance des pages. Alors l'idéal, évidemment, c'est de faire la marge plutôt qu'avec le chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est une première étape. Vous avez toutes les données chez vous pour pouvoir appliquer le calcul sur des données encore plus parlantes, quoi, telles que la marge. Exactement. Passons du coup au parcours de navigation cette fois, avec un premier KPI qui est le nombre moyen de pages vues par visite et attention sur les visites qui génèrent plus de 2 pages afin de ne pas fausser le calcul. Alors ça, c'est effectivement un indicateur très simple qu'on ne suit pas toujours, ou en tout cas pas de cette manière-là. Mais le nombre moyen de pages vues par visite avec un minimum d'engagement, ça nous donne déjà une première idée de l'engagement global de nos visiteurs. Donc il est facile à reconstruire, hein, en segmentant sur les visites à plus d'une page et de voir son évolution. C'est donc un premier indice d'engagement. Mais quand on a dit ça, on n'a pas répondu à la question qu'on se pose tous, qui est quel est le parcours des visiteurs dans le site. Une question qui est récurrente et légitime, mais qu'il est difficile de traiter. Une deuxième analyse qu'on a tendance, qu'on peut faire, c'est de confronter la réalité de ce qui se passe sur notre site à une hypothèse de comportement, c'est-à-dire on va faire rentrer nos données dans un entonnoir, hein, à proprement parler, qu'on considère correspondre au parcours idéal qu'on souhaite que nos visiteurs adoptent. Donc là, dans le cadre d'un site e-commerce, on va regarder le volume de visites, le volume de pages produits consultés, le volume d'ajouts au panier, et ainsi de suite jusqu'à l'acte de conversion. Donc cette visualisation simple, que certains outils d'ailleurs proposent nativement quand le plan de marquage est adapté, permet d'identifier tout de suite, là en l'occurrence, un souci, à savoir que sur un site e-commerce où on n'a qu'un quart des visites, donc la colonne vue produit, qui consulte des pages produits, on peut tout de suite identifier un problème. Hein. Donc, un problème d'acquisition, c'est-à-dire qu'on rentre sur des pages qui ne sont pas des pages produits. On est peut-être redirigé sur ces pages-là à tort. Voilà, l'identification, l'analyse, elle est à creuser sur le côté, plutôt sur le côté acquisition en l'occurrence. Mais l'intérêt de cette visualisation est d'identifier tout de suite les proportions par rapport à un parcours type. Ce qui est plus intéressant, donc là, on compare
Le comportement par rapport à quelque chose, à une attente qu'on a, hein, c'est le principe de l'entonnoir. Le parcours à proprement dit des internautes, il est généralement bien plus complexe et on cherche à le comprendre. Les outils d'analyse dont on dispose nous permettent d'évaluer les pages d'entrée, mais souvent par URL seulement, nous permettent d'évaluer les sorties, encore une fois par URL, et puis, selon les outils, sur telle ou telle page, de quelle page on vient et vers quelle page on va. C'est souvent insuffisant pour nous permettre de comprendre au global les parcours utilisateurs. On propose d'utiliser la visualisation Sunburst, que certains connaissent pour avoir eu l'occasion d'utiliser un outil comme Content Square ou avoir l'occasion de l'utiliser au quotidien. L'intérêt de cette visualisation, c'est de prendre en compte la réalité de tous les parcours effectués sur votre site. Là, en l'occurrence, on a segmenté en 2 jeux de données, un comportement sur desktop, un comportement sur mobile. Et donc, on séquence l'ensemble des actions utilisateurs de la première à la dernière dans l'ordre dans lequel elles ont effectué. Et du coup, on retraduit chaque parcours individuellement. Et l'intérêt de cette visualisation, au-delà de le comprendre, c'est aussi d'identifier s'il y a des comportements types, hein, des grands principes qu'on retrouve de manière fréquente sur votre audience. Donc, pour comprendre le graphique, pour ceux qui découvriraient cette visualisation-là, le cœur du soleil, donc qui est au milieu, représente la première interaction ou la première page. Là, en l'occurrence, nous, on s'est basé sur des interactions de type e-commerce, donc consultation d'une liste de produits, consultation d'un produit, ajout d'un produit au panier, consultation du panier, etc. Donc là, on voit que dans les 2 cas, le cœur du soleil, il est en grande majorité, c'est la couleur bleue, la consultation d'une liste de produits. L'anneau supplémentaire va représenter la deuxième interaction constatée sur votre site. La taille de cette portion va indiquer le nombre d'occurrences, le nombre de fois où ça s'est produit en termes de parcours. Donc, on voit que dans les 2 cas, le comportement le plus fréquent, c'est de consulter une deuxième page liste de produits, qu'on soit sur mobile ou sur desktop, suite à une première page liste. Voilà. Donc, l'intérêt de cette visualisation, encore une fois, c'est de refléter la réalité de ce qui s'est passé sur votre site. Ces visualisations sont interactives, donc là, on est sur des captures d'écran, donc évidemment, c'est statique, mais l'intérêt, c'est de pouvoir aller cliquer sur le 3e niveau de telle ou telle branche et de voir, à partir de là, comment se passe la suite des parcours qui se sont engagés de cette manière-là. Typiquement, quand vous cliquez sur une des cases du graphique, tout le reste va se griser et va mettre en valeur et va un petit peu zoomer sur cette partie et va se permettre de focaliser. C'est dans ce sens que le graphique est interactif. Zoomer et dézoomer dans les parcours à partir de n'importe quelle étape d'une branche. Tout à fait. Nous voulions aussi vous proposer d'autres KPI, un plus simple qui est le taux de visite, le taux d'ajout au panier. Donc, c'est le nombre de visites qui ont fait l'objet d'un ajout au panier sur le nombre de visites totales. Là aussi, c'est un KPI assez simple finalement, surtout quand on se parle en e-commerce, mais c'est un moyen d'avoir un peu plus rapidement une notion d'engagement, parce qu'on a souvent tendance à regarder des KPI comme le taux de rebond, le temps passé. Bon, sur un site e-commerce, on a l'occasion directement d'aller se mettre dans le cœur du sujet et de la performance, et celui-là, c'est un très bon moyen d'entrer dans le sujet. Et ensuite, un qui est un petit peu plus avancé, qui est le nombre moyen de pages vues par type de page. Bon, pourquoi c'est un KPI qui va être un peu plus simple, mais il est avancé dans le sens où pour avoir cette information, on va avoir besoin de envoyer de la donnée à l'outil Web Analytics ou au set de données qui sont le type de page, souvent à partir d'une URL, et on va pouvoir mettre des catégories en face, comme par exemple que ce soit une liste de produits, des pages de tunnel, des pages de compte, la home page, et on va pouvoir savoir quelles sont les pages qui concentrent le plus de consommation sur le site. Sur le moteur interne, cette fois, commençons par proposition d'analyse, ou d'engagement par recherche, par mots-clés recherchés. Donc là, la proposition qu'on vous fait, c'est de mettre en relation le volume d'analyse par mots-clés. Donc là, on a trié cette liste par volume de recherche.
et de mettre ce volume-là en relation avec les interactions post-recherche. Donc, ce qu'on peut voir dans cette liste qui concerne le cas d'un site de matériel de bricolage, on constate que le premier mot-clé, le mot-clé le plus recherché, fait l'objet de très peu, voire quasiment aucun clic post-recherche. Donc, on voit qu'on a un taux d'engagement post-recherche qui est plus que faible. C'est l'intérêt de cette visualisation. Encore une fois, c'est de rendre très concret, très immédiatement appréhendable une information, pour le coup, là, qui est très importante, qui est la qualité des résultats de recherche. Donc là, par exemple, quand on fait l'exercice, on se rend compte qu'on a énormément de recherches et que c'est le premier terme recherché, c'est le mot contreplaqué. On a très peu de clics, y compris par rapport à des mots-clés qui sont moins recherchés. Premier réflexe, c'est d'aller vérifier dans le moteur de recherche si, une fois qu'on tape le terme, on a bien les solutions qui s'affichent. C'est important, ça peut paraître basique, c'est important de le préciser parce que parfois, suivant la rigidité du moteur, et si on a, par exemple, fait une faute d'orthographe ou une typo, si le mot-clé et les résultats sont trop stricts, on peut se priver de l'affichage des résultats. Là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc, l'action à prendre ici, c'est d'aller creuser un petit peu plus dans la data et dans le moteur de recherche pour savoir pourquoi ce mot-clé est en recherché mais pas cliqué. Et du coup, pour aller un peu plus loin, l'idée, c'est de comprendre le comportement de l'internaute post-recherche. Donc là, on est reparti, on avait refait cette visualisation dans le cadre de ce projet, où on avait refait donc, cette visualisation en Sunburst à partir de la première recherche effectuée. Donc, on a segmenté nos jeux de données pour ne prendre que les visites avec recherche, et on a produit cette visualisation qu'à partir de la première recherche. Et on a constaté, en effet, donc ça complétait l'information précédente, qu'on avait une part très importante des visites qui, suite à la recherche, consultaient une deuxième page de résultat de recherche, puis une troisième, puis une quatrième, ainsi de suite. C'est la branche verte qu'on voit sur la gauche, hein, nord-nord-ouest, enfin nord-ouest. En réalité, on s'est rendu compte finalement que c'était un engagement dans les pages de résultats et les paginations. Donc, on consultait une première page de résultats et puis on allait voir les pages 2, 3, 4, 5, 6 des pages de résultats sans pour autant s'engager et basculer sur les fiches produits. Donc, probablement des résultats qui n'apportent pas satisfaction par rapport aux attentes. On voit tout de même que là, on a sur la partie rouge un certain nombre de personnes, et à peu près autant dans un premier niveau, qui s'engagent sur un produit et qui vont en consulter d'autres de fil en aiguille suite à cette recherche. Et on voit qu'on a une toute petite portion d'utilisateurs qui, après avoir vu ce produit, c'est le petite portion jaune, donc à peu près 11h30 midi, là, droit dans l'axe, qui a fait un ajout panier suite à la consultation de ce produit, suite à cette recherche. Voilà, une manière de voir assez rapidement, une fois qu'on a filtré sur les résultats du moteur de recherche, l'engagement en termes de parcours e-commerce. Et on voit aussi que, si je veux juste revenir, pour l'interprétation de cette visualisation, c'est qu'on a le quart en bas à droite, hein, de 3h à 6h, là, qui est vide, c'est-à-dire que la visite s'est arrêtée sur la page du résultat de recherche. Donc, on est à un petit 20-25% de visites qui se sont arrêtées là. Donc, ça pose quand même des questions sur la qualité globale de la recherche. Tout à fait. Vous en avez l'habitude maintenant, quelques autres KPI qu'on vous propose dans cette même section. On peut là aussi avoir le taux d'usage du moteur interne. Donc, ça va être le nombre de visites qui ont fait l'objet d'une utilisation du moteur interne sur le total des visites. KPI qui peut paraître assez simple, encore une fois, mais dans certains cas, on s'est rendu compte que le moteur de recherche qui coûtait 50 000 € à l'année et y compris de la maintenance humaine n'était pas du tout utilisé. Donc, avoir par exemple seulement 0,5% des utilisateurs qui viennent utiliser le moteur de recherche, on peut se poser la question de soit continuer à maintenir le moteur de recherche
en lui trouvant une place qui est peut-être un peu plus optimale. Peut-être que le moteur de recherche, il était mal placé, c'est pour ça qu'il n'est pas utilisé. Ou alors décider, le cas échéant, parce que c'est pas pertinent pour le site, parce que ça correspond pas du tout à l'usage des utilisateurs, de couper ce budget et de le reprioriser sur une fonctionnalité qui va être plus intéressante. On a un second KPI qui peut être le taux de conversion des sessions avec une recherche interne. Donc cette fois, le but, c'est de comparer le taux de conversion global du site à ces fameuses visites qui ont fait l'objet d'une recherche, afin de voir si le moteur de recherche il a une incidence dans la capacité de conversion et si il est un élément qui est qualitatif par rapport au site. Euh, ça peut donner là aussi, si on se rend compte que on a un faible volume de visites, mais avec une capacité de conversion supplémentaire, de voir si ce moteur de recherche, finalement, il peut être intégré dans des sections du site à haut trafic pour essayer de ramener de la conversion sur la quantité. Et un dernier KPI enfin, qui peut être le taux d'aboutissement par recherche, alors là qui est vraiment plus spécifique à l'utilisation du moteur de recherche, pas forcément par rapport à la conversion, mais qui va être le nombre de recherches qui ont fait l'objet d'un résultat sur le nombre total de recherches. Ici, ce qu'on cherche à voir, c'est un peu dans la même veine que le premier KPI qu'on a présenté dans la section, c'est si le moteur de recherche il est efficace et il donne lieu à l'ouverture d'un parcours utilisateur plutôt qu'à une fermeture parce qu'on n'a pas de résultat qui s'affiche. Une autre complément. Oui, je t'en prie, Christian. Je te laisse respirer. En complément de cette analyse autour du moteur de recherche, nous on propose d'aller observer l'usage du filtre à facettes, puisque c'est des fonctionnalités qu'on retrouve sur quasiment tous les sites e-commerce, fonctionnalités souvent complexes à mettre en œuvre, qui fait l'objet de beaucoup de discussions en amont, en termes de design, même en termes de coût aussi, d'un point de vue développement. Donc, se poser la question du taux de conversion des sessions qui utilisent ce filtre à facettes au regard de conversion globale nous donne une indication, comme on l'a pu voir précédemment, sur l'impact que peut avoir ce filtre à facettes sur la performance globale d'un point de vue business. Concernant l'usage à proprement parler du moteur à facettes, nous propose cette visualisation en radar pour identifier les facettes les plus utilisées. Hein, ça fait, comme je disais, l'objet de beaucoup de débats, la construction et le design de filtre à facettes. Donc, il est important de savoir, de comprendre en termes d'usage quelles sont les facettes les plébiscitées. Donc là, on a encore une fois dissocié les jeux de données en fonction des types d'appareils, hein, puisque pour le coup, l'écart en termes de design est très important entre un desktop et un mobile sur ce type de fonctionnalité. Et donc, on a ces deux aires, bleu-violette et puis rouge. Donc, chaque branche du radar correspond à une des facettes du moteur et l'évaluation correspond au pourcentage d'usage pour les sessions qui ont utilisé le moteur à facettes. Donc là, en l'occurrence, si on prend sur l'aire bleue, sur desktop, au niveau du prix, on constate que 80% des visites qui ont utilisé les facettes ont utilisé la facette prix dans le cadre d'un comportement sur ordinateur. Et on voit que de la même manière, elles ont utilisé la facette présence d'une remise ou pas sur les produits. Donc, il y avait un comportement au niveau ordinateur de bureau qui était orienté sur la problématique budget. Alors que sur la problématique, le comportement mobile, on voit qu'on est dans des contextes et des attentes complètement différentes, puisque la facette la plus utilisée était la couleur, avec en second et un peu loin derrière la notion de marque. Donc on était plutôt sur une recherche d'inspiration dans un comportement mobile et sur une recherche liée à la décision d'achat dans le cadre d'un comportement desktop. Ça, c'est un graphique qui est très intéressant parce que finalement, il est assez parlant, mais il est vraiment, comme le dit Christian, à mettre au regard du contexte. C'est-à-dire que par rapport à la façon dont le filtre à facettes est organisé,
Par exemple, voir si le filtre couleur aussi, ça n'est pas le cas, mais ça aurait pu être le cas, il était sur mobile, il était placé en premier, donc il était plus utilisé. Voilà, donc toujours utiliser vos données et les remettre en face de la réalité de votre site. Au niveau des indicateurs supplémentaires, donc le taux d'usage du filtre à facettes, on aurait presque pu le mettre en premier, évidemment, parce que un filtre à facettes qui est trop peu utilisé, effectivement, s'il a un impact fort sur le business, c'est bien, mais s'il n'est pas utilisé, l'impact au final va être pondéré et sera relativement faible. Donc, ce taux d'usage, c'est un indicateur très simple à mettre en place. Hein, le nombre de visites qu'il utilise par rapport au nombre de visites totales. On vous incite vivement à le calculer et à le suivre. Au niveau de la, tu veux le présenter comme Vas-y, tu. je te laisse. Oui, ben j'en faisais état dans la précédente réflexion aussi la répartition des facettes utilisées, donc un peu dans la même logique de radar, mais cette fois en prenant en compte la position. Parce que avec ce KPI-là qui est un peu plus avancé, on cherche à voir si le comportement de l'utilisateur il est influencé par la façon dont la page est structurée, ou alors s'il est influencé par vraiment l'utilité qu'il vient rechercher. Prenons l'exemple d'un filtre de prix qui va être mis en bas de la page. Si typiquement ce filtre il est plus utilisé qu'un filtre qui est en haut de page, eh bien c'est peut-être l'occasion de changer le positionnement de ce filtre. Encore une fois, suivant les contextes, on peut imaginer des hypothèses qui sont différentes sur mobile ou sur desktop, mais ça vient nous donner de manière avec des données un peu plus quantitatives la même fonctionnalité que pourrait avoir un outil du X comme, ou de zoning comme Hotjar ou Clarity par exemple. Voilà, maintenant, on en arrive au tunnel de conversion. Donc, problématique de paiement dans le cas d'un site e-commerce ou de lead gen, formulaire de collecte de données. Euh, Indicateur qui ne va pas révolutionner beaucoup vos analyses, le taux de conversion et le taux de conversion du tunnel. Hein, non pas le taux de conversion global, mais le taux de conversion calculé à partir des visites qui s'engagent dans le tunnel de paiement. Donc ça, c'est un indicateur qui est rarement fourni, voire qui n'est pas fourni par les différentes plateformes analytics. Donc à calculer simplement, hein, on segmente les visites heures avec vue panier ou avec l'étape d'après par le nombre total le nombre d'achats par rapport au nombre de visiteurs étant entrés dans le tunnel. Donc, Et typiquement, une première pardon, indication générale sur la qualité, la performance du tunnel. Encore une fois, ça ne nous répond pas aux problématiques de pourquoi, hein, mais ça nous donne tout de suite une information et ça nous invite à plonger plus loin le cas échéant. Et donc, plonger plus loin, ça peut être, comme on l'a vu précédemment, reconstruire un entonnoir, entonnoir qu'on a la plupart du temps sur les plateformes analytics, sur le tunnel de paiement, avec cette logique de barres décroissantes, hein, où on a un certain nombre d'étapes avec un ordre, qui sont des étapes ordonnées, et on voit comment ça se passe. Là, un peu à l'image du Sunburst, on propose de prendre en compte la totalité des visites, des comportements et de le visualiser. On pourrait la visualiser sous forme de Sunburst, mais ça serait un peu plus complexe à appréhender. On verrait de manière moins évidente les éventuels retours entre l'étape 2 et l'étape 3, l'étape 3 et l'étape 2, pardon, on parle de retour. Donc là, on propose, nous, d'utiliser cette logique de process map, où on a des étapes ordonnées par lesquelles on est censé passer et de voir comment l'ensemble de nos visites se comporte. Donc là, on voit qu'on a un certain nombre de visites qui arrivent à l'étape qui consulte le panier, qu'on a une grande partie, une majorité de ces visites qui arrêtent à ce niveau-là. Donc là, on est dans l'analyse du tunnel. Ça veut pas dire qu'ils arrêtent la visite, mais en tout cas, par rapport à l'engagement dans le tunnel, ça s'arrête là. On ne s'engage pas dans le tunnel. Ceux qui s'engagent, c'est les 825 qui arrivent à l'étape de je rentre dans le tunnel, hein, proprement parler, c'est ce que nous dit le begin checkout. Ensuite, on voit qu'on a 25% qui ne vont pas au-delà.
Et dans cet exemple-là, qui était merveilleux, pour ceux qui s'engagent sur le choix des modes de livraison, on voit que tous passent les étapes suivantes jusqu'à la transaction. Cette première version avait pour but d'identifier la tendance. Donc, on l'a basée sur 80% seulement de notre panel, de nos événements, en cherchant à matérialiser les enchaînements les plus fréquents. Si on veut afficher 100% de nos événements, on se retrouve sur une visualisation qui est un peu plus complexe, mais qui a l'intérêt, l'avantage, si on en a besoin, d'identifier toutes les relations, de voir quelques relations très très à la marge, mais qui sont inattendues, mais en cas de besoin, de repérer des retours de l'étape paiement à l'étape livraison ou de l'étape livraison à l'étape panier, choses qui sont assez fréquentes. Tout à fait. Sur la prochaine visualisation, c'est un peu pour faire la blague, mais finalement, on vous a montré des graphiques compliqués, mais parfois un KPI à suivre, ça peut être simplement un chiffre. Là, en l'occurrence, sur du lead gen, un KPI assez simple à suivre va être le nombre moyen de formulaires vus par visite sur les visites qui ont consulté le formulaire. Typiquement, c'est un indicateur qui va vous permettre de suivre si il y a des retours sur la page. Dans un monde idéal, on se dit qu'on amène un prospect sur une page de formulaire, que le prospect voit la page, alors s'il s'engage, qu'il décide de le voir ou pas. Dans la réalité des faits, on peut se rendre compte que parfois la page elle est consultée, l'utilisateur va sur une autre page, revient. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, il peut y aussi, ce KPI peut servir à voir s'il y a des problèmes techniques. C'est quelque chose qu'on va peut-être voir un peu plus dans le KPI avancé, dans la même logique. Bah, c'est vrai que la première, l'indicateur nu 3,2 qu'on présentait peut laisser entendre que le formulaire, donc il est beaucoup vu, donc il peut faire peur. Si derrière on n'a pas les conversions, il peut paraître trop long ou alors trop bas en dessous de la ligne de flottaison. Enfin, il y a pas mal d'informations qui peuvent être inclus dans cet indicateur-là. On propose là de construire un entonnoir. Donc, effectivement, c'est un peu plus avancé. Ça nécessite de collecter des données complémentaires. Cet entonnoir va représenter, au premier niveau, le nombre de vues du formulaire. En deuxième niveau, le nombre d'interactions, donc de visites qui se sont engagées dans le remplissage, hein, donc qui ont cliqué dans un des champs du formulaire. Le nombre de formulaires soumis, donc les visites qui ont cliqué sur le bouton, donc manifesté l'intention d'envoyer des données. Et enfin, les formulaires reçus, donc les formulaires qui ont réellement abouti. On sait d'expérience qu'il y a souvent, pour des raisons de simplicité, on a tendance parfois à considérer qu'une intention vaut une réussite. Ce n'est pas toujours le cas. On a parfois des soumissions multiples pour obtenir la réception des données, que le formulaire aboutisse. Parce que parfois les champs facultatifs versus obligatoires sont mal précisés, etc. Et on est parfois amené à soumettre plusieurs fois avant d'avoir rempli correctement son formulaire. Donc cet entonnoir permet, entre autres, d'identifier ce type de difficultés ergonomiques et d'expérience utilisateur. Donc là, encore une fois, on a segmenté le jeu de données pour desktop et mobile pour comparer les comportements. Et on a vu que dans ce projet-là, on avait des taux de déperdition d'une étape à l'autre qui étaient similaires, quel que soit le device utilisé. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu finalement ergonomique spécifique entre les designs, et du coup les problématiques se situaient à un autre niveau pour ce projet-là. Juste petite précision, on a présenté beaucoup de distinctions desktop et mobile, parce qu'effectivement en termes de comportement, on note des écarts importants. Maintenant, bien évidemment, il peut être très important de mener ces analyses en segmentant par canaux d'acquisition. Ça va nous donner des informations supplémentaires. Donc, en croisant
le type d'appareil et le canal d'acquisition, on va pouvoir, encore une fois, affiner. Hein. Mais là, on reste dans des problématiques génériques, le but étant de proposer une méthode et, une, et des idées nouvelles d'analyse. Tout à fait. Dernier sujet aujourd'hui, le sujet bonus qui est la performance du catalogue et qui est plus orienté e-commerce cette fois. De Donc, KPI plutôt simple. premier indicateur simple et visuel, parce que bon, on a parlé, chaque fois qu'on a parlé d'indicateur, c'est vrai qu'on peut le visualiser sous forme de jauge si ça nous fait plaisir d'avoir un graphique, mais un indicateur, c'est un pourcentage, ça reste un chiffre. Quand on le visualise sous forme d'histogramme, là, comme horizontal, comme dans ce cas-là, on compare le nombre de vues produits, on met en relation le nombre de vues produits et le nombre d'ajouts au panier, ce qui nous permet tout de suite de voir qu'on est, on est aux alentours de 15% d'ajouts au panier par rapport aux consultations des fiches produits. Ça donne une idée de la qualité d'engagement et du coup de l'intérêt pour les produits qui sont suscités par nos pages produits. On a aussi la capacité de suivre ce même KPI, mais plutôt dans le temps. Là, par exemple, c'était sur un POC où on a ajouté un bandeau flottant, vous savez, sur mobile, que le bandeau, il suive la navigation et le scroll sur des pages produits qui étaient assez longues. Finalement, on se rend compte qu'à partir du moment où on donne à l'utilisateur la capacité d'interagir avec les boutons de conversion, quel que soit l'endroit de la page où il se situe, eh bien, on a un meilleur taux d'engagement. Ensuite, et enfin, puisqu'on arrive au bout avec un tout petit peu de retard sur le timing prévu, on propose de visualiser les volumes de produits achetés et de mettre en relation ça avec les revenus générés. Donc, on trie cette liste. Alors dans le cas de cette analyse, on savait qu'on avait certains produits et en fait un petit panel de produits qui représentait une grande quantité des ventes, mais le visualiser a permis de mettre en évidence que ce panel était relativement court par rapport à l'étendue du catalogue proposé. Donc c'est la courbe bleue. Donc du produit le plus vendu à gauche au moins vendu à droite. Et au niveau des barres vertes, on a le chiffre d'affaires généré par ces ventes. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a un décrochage entre les deux au niveau du troisième, quatrième produit, et on constate que on a des produits pour le coup à fort prix, hein, qui génèrent un chiffre d'affaires en proportion bien plus élevé que les précédents. Plus faible par rapport à leur volume de vente. Donc, ça nous permet d'identifier qu'on a un groupe de produits qui sont des produits à bas coût, qui sont probablement des produits d'appel, hein, entre le produit 3 et 8, 10. Probablement effectivement donc des produits d'appel. Il peut être intéressant de réfléchir à la manière de les associer sur la page avec d'autres produits plus intéressants en termes de marge, par exemple. Voilà, c'est ce que permet d'identifier, un des éléments qui permet d'identifier cette visualisation et cette mise en relation. Et bien évidemment, mais ça, je sais que vous avez d'autres outils, des outils de BI dans vos ERP qui vous permettent d'identifier les produits très peu vendus sur le site. Vous les connaissez déjà. Là, ils apparaissent. On voit qu'on a des produits très peu vendus mais qui génèrent beaucoup de chiffres, des produits chers. Voilà, les actions ne sont pas toujours évidentes à mettre en place. Et pour ces informations-là, en général, vous les avez par un autre biais. Tout à fait. Deux KPI pour finir, pour aller plus loin, comme le taux de produits commandés, donc c'est un peu ce que couvrait Christian, le nombre de produits unitaires commandés sur le nombre de produits présents dans le catalogue, et aussi la part de CA réalisée par le top 20, 30, 40, ça dépend du nombre de produits qui sont dans le catalogue et aussi à quel point on veut affiner la recherche. Mais on peut aussi se dire dans cette logique que
si on a des produits qui ne fonctionnent pas, aller voir si ce sont les stratégies d'acquisition, par exemple, qui sont mauvaises. On a aussi le positionnement dans les moteurs internes et dans les pages de liste. Enfin, si on veut se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, on a aussi la capacité de croiser ces données avec d'autres informations qu'on a vues il y a quelques minutes dans le webinaire et essayer soit de corriger le tir ou carrément de se dire que par exemple, c'est un produit qui est présent en ligne mais qui ne doit pas l'être, donc ça ne sert à rien de le mettre au catalogue sur le site e-commerce, par exemple. Nous sommes arrivés au bout, c'était assez dense finalement. Si vous avez des questions, c'est le moment, nous sommes disponibles pour y répondre avec plaisir. On peut aussi revenir sur certains graphiques si vous souhaitez revoir des choses, par exemple. Je sais pas, c'est ouvert. Merci beaucoup, Florian. Bon, on se laisse une petite minute, le temps que les Oui. questions mûrissent. Et merci, Jérôme. Bon, merci. Que des remerciements, pas de questions. Même si vous n'avez pas de questions, si vous avez trouvé effectivement que c'était clair et très intéressant, n'hésitez pas à faire parler du webinaire. Pour ceux qui ne s'y seraient pas inscrits et qui voudraient pouvoir en bénéficier, il est possible de s'inscrire a posteriori pour pouvoir bénéficier du lien pour le replay. On a une question de Jérôme. Alors, des infos sur BigQuery. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu la question, Jérôme? En tout cas, ce que je peux dire, avant d'en savoir plus sur la question, ce que je peux dire, c'est qu'une partie des éléments et des graphiques qu'on a produits sont réalisés à partir de données issues de BigQuery. Ah oui, BigQuery, mais voilà, BigQuery, c'est un sujet à part entière et ça sort un peu du cadre qu'on avait prévu d'évoquer. Mais effectivement, ça demande des compétences techniques et on voit que depuis l'évolution d'un certain outil d'analytics, on est obligé d'évoluer en termes de compétences techniques pour pouvoir bénéficier au mieux des données et les exploiter au mieux. Donc ça nécessite des montées en compétences. C'est clair. On a une question de Johan, que je vais reprendre dans l'ordre, qui nous demande si nous partageons aussi le support de présentation. Alors, on ne partage pas le support, mais vous aurez accès au replay, donc vous pourrez revoir sans limite l'ensemble de la présentation. Une question de Florian également. Au niveau du Core Web Vital, j'imagine que les données mobiles sont plus intéressantes à regarder. Alors, c'est vrai qu'on a parfois on a des problèmes parfois qui remontent sur mobile. Ça dépend aussi de la conception du site. Ça dépend quelle a été la priorité lorsque le site il a été designé, s'il a été fait en mobile first ou en desktop first, suivant la typologie d'utilisateur qui vient sur le site. Donc on va pas forcément faire de généralité, mais de toute façon, je pense que les niveaux des techniques des Core Web Vitals, et c'est aussi pour ça qu'on l'a mis, on l'a fait figurer à ce webinaire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout le temps suivi. Et clairement, quand on a des utilisateurs qui ont des sites lents, et je comprends par rapport à la question au mobile, sur la lenteur des pages, ça peut être gênant. Mais on a aussi des cas sur desktop qui sont assez critiques aussi. Donc je dis ça plus dans le sens où il ne faut pas escarper non plus le desktop. Je vais répondre à Florence concernant la mise en place d'un Sunburst sur GA4. Alors, on avait dit qu'on ne parlerait pas de plateforme analytics, mais on va répondre.
On ne peut pas mettre en place cette visualisation, évidemment, dans GA4, qui est un outil fermé, et on ne va pas pouvoir le modifier. Ce qu'on peut faire, c'est extraire les données de GA4, et du coup, en l'occurrence, on va passer par BigQuery, parce que les données auxquelles nous permet d'accéder l'interface sont insuffisantes à la production du Sunburst tel que nous, on propose de l'exploiter, hein, à savoir reconstruire les parcours. Donc, il faut qu'on déverse les données brutes de GA4 dans BigQuery et ensuite qu'on extrait les données de BigQuery. Donc, parce que pour reconstruire un parcours, il nous faut un identifiant utilisateur, un identifiant de visite et ensuite toutes les actions qui ont été menées et l'ordre dans lequel elles ont été menées. Et quand on a reconstitué comme ça chaque visite, on va pouvoir visualiser l'ensemble de ces parcours dans un Sunburst. Sachant que la question de Florence est intéressante dans le sens où ce type de visualisation de parcours de navigation existe nativement dans l'outil dont on ne dira pas le nom, et il est assez frustrant à utiliser pour ceux qui ont eu l'occasion de mettre la main dedans, et c'est aussi pour ça qu'il y a des navigations, des outils de navigation en mode Sunburst qui existent, c'est parce qu'ils font beaucoup mieux le travail et ils sont beaucoup moins limités que ce qui est mis dans l'interface de GA4. Sachant que pour compléter là-dessus, hein, ça c'est des possibilités. Dans toutes ces visualisations, hein, on les a produites avec des outils accessibles qui demandent des compétences techniques, mais qui ne demandent pas de budget, de frais de licence. On n'a pas utilisé d'outils payants pour produire ces visualisations. Hein, à partir de votre plateforme Analytics, selon la plateforme que vous avez et la manière dont elle a été implémentée, l'idée globale, pour faire simple, c'est d'extraire les données qu'on peut extraire pour les retraiter et permettre, notamment pour les visualisations avancées qu'on a présentées, et permettre d'utiliser ces visualisations-là. Sachant que ces visualisations, ce sont des propositions. En réalité, il y a parfois plusieurs façons de modéliser ou de regarder la même donnée ou la même information. On a essayé aussi de vous donner un mix de données qui sont, enfin, par exemple, quand on voit des graphiques en barre et en courbe, c'est quelque chose qui est assez accessible finalement, comparé à des Sunbursts qui demandent un peu plus de connaissances techniques. Mais le monde pour ceux qui connaissent un petit peu, le monde de la visualisation des données est un monde qui est un petit peu plus complexe qu'on le pense en termes pour choisir le bon graphique. Mais sachez que là, sur ce qui a été proposé, il y a des alternatives précises et vous pouvez aussi choisir ce qui vous parle. Oui, ce qui est important, c'est d'appliquer la bonne visualisation qui va nous permettre de tirer de la connaissance et de l'information des données dont on dispose. Hein. Et on l'a vu que on peut souvent obtenir des informations très pertinentes, utiles à la prise de décision à partir de graphiques très simples. Hein. Encore une fois, c'est quelles données on va y mettre et est-ce que c'est le bon graphique qui va permettre de mettre en évidence un échec, une réussite, quelque chose qui correspond à l'attendu ou pas. Voilà, on n'est pas obligé d'aller dans la complexité. Mais parfois, la complexité est indispensable pour visualiser certaines informations. On arrive bientôt au bout. Est-ce qu'il existe d'autres questions? Alors, pas forcément de questions. En tout cas, donc, on souhaitait vous remercier pour votre présence. Comme l'a dit Christian, si vous avez aimé le webinaire, n'hésitez pas à le partager. Vous avez aussi la possibilité pour les personnes qui souhaitent le conserver, encore une fois, allez vous inscrire sur notre site et au webinar et vous aurez le lien qui va vous être envoyé. Vous pourrez consulter ce webinar autant de fois que vous le souhaitez. Donc on vous remercie et puis on vous souhaite une très bonne journée et on vous souhaite de faire de bonnes analyses. C'est ça, on vous souhaite de reprendre de l'analyse et faire moins de technique pour reboucler avec le départ.